Je suis Valérie Serraz, médecin gériatre et santé publique, directeur de l'Institut de la maladie d'Alzheimer. C'est un titre assez présomptueux. En fait, je m'occupe sur le plan fonctionnel d'une association qui s'appelle l'Institut de la maladie d'Alzheimer, qui est présidée par le professeur Michel Poncet. Une association qui a voulu être, depuis quelques années, un accès pour les familles. Ce n'est pas une association de famille, donc absolument pas à comparer, à mettre en compétition en tout cas avec l'association de famille France Alzheimer et avec chacune de ses délégations départementales. On est une association donc, qui propose avec une activité principale qui est la consultation famille. Et donc on a voulu leur proposer ce que l'on a nommé la consultation famille. Donc, la consultation famille, un médecin, en l'occurrence moi aujourd'hui, qui reçoit une famille, un ou plusieurs membres de cette cellule familiale qui vont venir un petit peu exposer ce qu'elles vivent, comment elles le vivent, qu'est-ce qu'elles ressentent, et essayer de voir un peu, donc les écouter déjà à un temps donné, et de voir un petit peu, de les faire parler, de faire en sorte qu'elles-mêmes prennent conscience de leurs besoins, de leurs ressources, de leurs forces, qu'on ne leur impose pas des aides pour imposer des aides, hein, parce que j'en ai parlé, je le défends encore, je crois que tout ne va pas à tout le monde, à un moment donné en tout cas, et vraiment respecter cette entité familiale qui va avoir besoin de quelque chose à un moment donné, il faut que ce soit elle qui le définisse. Et après, comment mettre en place les choses, voir un peu même, elle a peut-être besoin de stratégies pour adapter à un comportement et des vies difficiles. Donc là encore, même les stratégies, elles ne sont pas générales. Elles sont singulières et on les trouve ensemble. Telle situation, peut-être qu'il faudrait faire comme ça. Je dirais même que c'est l'autre qui va dire, peut-être que si je faisais comme ça serait différemment. Donc à la fois des stratégies très personnelles, comportementales envers son proche malade, et les stratégies après qu'on va trouver et toutes les mesures qu'on peut mettre en place qui sont plus extérieures. Comment leur donner un sens en fait, hein, c'est ça, c'est vraiment donner un sens et faire en sorte qu'il y ait de la vie. Et que ce soit certes une maladie, et ça personne ne peut le nier, mais faire en sorte que tout ça, ça ait du sens et qu'on vive un peu mieux. On fait aussi alors, de la formation, on avait choisi de proposer des formations aux intervenants à domicile et aux aides à domicile. Et donc ça, c'était la deuxième grande activité, faire en sorte que, à l'époque, parce qu'aujourd'hui ça change, hein, il y a quelques années c'était différent, tout ce public de professionnels qui va à domicile, qui n'avait pas accès à la formation, comme pouvait l'avoir une aide-soignante en milieu hospitalier, des infirmiers libéraux, enfin tous les soignants médicaux n'avaient pas accès à cette formation. Donc on a voulu mettre en place une formation, alors une formation, information, sensibilisation aux problématiques de la maladie d'Alzheimer et à ses conséquences, à ce public-là, celui qui vivait un peu au quotidien et qui rendait service à des malades et à leurs familles. Alors, dans la consultation famille, une fois que tout a été plus ou moins analysé, qu'on a essayé de repérer un petit peu ce qu'on pouvait mettre en place, après ça s'arrête là, hein. Après c'était de l'orientation, on essayait en tout cas d'avoir une grande connaissance des services sur un territoire, services sociaux, les services médico-sociaux, les services sanitaires. Donc à chaque fois, il y a un peu comme un espèce d'annuaire, à la fois quantitatif et qualitatif, on orientait les gens sur les services qu'on peut leur proposer. Est arrivé le plan Alzheimer en 2008, et on a vu cette mesure numéro 4, qui s'appelle donc MAIA, Maison pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer. Et Michel Poncet me dit, je pense qu'on est légitime pour proposer notre candidature à une expérimentation, puisque dans un premier temps, cette mesure devait être une expérimentation. Parce que finalement, voilà, on a quand même une connaissance du territoire, etc. etc. Bon. Et c'est vrai qu'on s'est lancé. Donc on a répondu au projet, on a été retenu. Et alors voilà, je fais le lien de cette activité de l'IMA à celle de la MAIA. On a été retenu. Et comme on n'a pas trouvé de pilote,
c'est moi qui ai servi de pilote, puisqu'il fallait un pilote qui organise un petit peu ce dispositif. En quelques mots, pour essayer d'expliquer, parce que c'est un sigle qui peut porter à confusion, c'était pas construire une maison et mettre des services dedans, c'était faire en sorte que tout l'existant, sans rien créer de supplémentaire, faire un état des lieux, dire voilà, il existe tel service, telle prestation sur le territoire, qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'était pas uniquement les recenser, c'était aussi voir qu'est-ce qu'il y avait derrière, qu'est-ce qu'ils proposaient comme service. Donc, faire ce recensement et faire en sorte que tous ces services d'horizons complètement différents, de milieux complètement différents, mais qui proposaient, soit sur du long cours, soit à un moment donné, un service à un malade et à sa famille, faire en sorte qu'ils s'organisent un peu autrement et que chacun puisse analyser une situation familiale exactement de la même façon dans chaque service et de faire en sorte qu'en fonction de cette situation, la famille, son malade et éventuellement le médecin traitant, parce qu'on pourra en reparler, mais je pense que c'est un rôle aussi important, puisse être orienté sur le service le plus adapté à ce moment-là à la prise en charge de sa situation. Donc c'était vraiment la MAIA, c'est plus une réorganisation territoriale qu'une création de quelque chose de nouveau. Alors bien sûr que c'est quelque chose de nouveau, parce que même si on entend le partenariat, le travail en réseau, etc., on n'a jamais véritablement des responsables de service qui travaillent tous sur une même... pour un même objectif, certes, mais à la limite, avoir un minimum de façon de faire équivalente au point zéro. Ce qui permettait aux familles et aux malades d'être au bon endroit au bon moment, sans trop se perdre un peu dans toute la nébuleuse des services à la personne, des milieux sanitaires et hospitaliers, etc., etc. Alors, ça, c'est tout ce travail qui a été aussi construire des outils, convaincre les gens qu'on allait travailler mieux, qu'en aucun cas ils allaient disparaître en donnant un peu dans un travail en commun, convaincre que tout était respecté, qu'il fallait juste qu'à un temps zéro, tout le monde fasse la même chose. Après, chacun faisait absolument ce qu'il voulait, garder sa liberté, son autonomie, son financement, il n'y avait aucun souci, mais au temps zéro, faire en sorte que les gens aillent au bon endroit. Donc, travail de réorganisation de services avec aussi les responsables territoriaux qui devaient valider tout ce qui était mis en place. Donc voilà, fait son chemin de réorganisation, on va dire, de services territoriaux. Et en supplémentaire, enfin en sus, oui, mesure numéro 5, qui est complètement accolée à la mesure numéro 4, qui était de développer cette nouvelle fonction, puisqu'on ne veut pas encore l'appeler nouveau métier, cette nouvelle fonction qui est la gestion de cas. Donc, nouvelle fonction destinée à être le référent et à prendre en charge une situation dite complexe. Donc, avec des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux compliqués, avec des besoins de coordonner les choses, d'évaluer avant, bien sûr, de mettre en place les bonnes choses adaptées, alors là, pour le coup, à un malade et à sa famille, donc revenir dans le singulier et les suivre sur du long cours. C'était difficile d'ailleurs à faire comprendre. Complexe ne veut pas dire compliqué. Hein, donc simple, voilà. C'est vrai que si vous voulez, c'était chaque situation est définie un peu par une espèce d'analyse de besoins. Et en fonction de cette analyse de besoins, de ce que ça pouvait donner, on l'oriente sur les services en place. Alors ça peut être un service de soins infirmiers à domicile, ça peut être un CLIC, Centre local d'information et de coordination, ça peut être, j'ai envie de dire, ça peut être une assistante sociale responsable de l'APA et d'un plan d'aide. Voilà, au fur et à mesure, on oriente là où celui qui est capable de répondre aux besoins de ça a été défini en préalable, hein, qui est le plus à même de répondre à tel besoin, tel service. Donc, tout le monde s'engage à l'orienter sur tel service. Si on repère tous une situation complexe, on l'oriente vers le gestionnaire de cas. Dans le travail du pilotage, il y avait aussi toute la
tout le suivi des personnes qui sont prises en charge par les gestionnaires de cas. Alors ça, c'est l'histoire de la Maya et des gestionnaires de cas sur Marseille, qui continue, qui n'est absolument pas... il y a toujours du travail à faire, toujours du progrès à faire, toujours de l'information à donner. Donc elle se poursuit. Ce qui est un petit peu dommage, et ça sera la première question éthique que moi j'ai souvent posée, c'est que finalement, nous, on était financés pour travailler sur une partie d'un territoire, et une toute petite partie, puisque ça ne concernait que 2, et aujourd'hui 4 arrondissements de Marseille. Quid de ceux qui n'habitent pas dans ces 4 arrondissements-là? Donc c'est vrai que, bon, ça, voilà, on a travaillé, on a montré qu'il y avait une certaine efficacité, démontré. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites en tant que responsable d'une ville, d'un département et voire d'une région? Parce que c'est vrai que quand vous habitez limite arrondissement, la rue en face, oui, et la rue de l'autre côté, non. Donc c'est vrai que ça reste un problème. Alors derrière, il y a aussi le problème de est-ce que c'est un financement aussi? Parce que même si la Maya n'a pas un coût, réorganiser quelque chose, ça n'a pas un coût financier important, un coût humain probablement, mais pas financier. Mais par contre, les gestionnaires de cas, c'est financé, ce sont des temps pleins. Donc après, il y a une volonté aussi politique de faire en sorte que on couvre un territoire au fur et à mesure, en tout cas un peu plus grand. Et c'est ce qui a été fait. 2011, 50 mayas de plus. 2012, 100 mayas de plus financés. Donc c'est vrai que petit à petit, je pense qu'il y a possibilité de faire une couverture territoriale. Et il faut qu'il y ait une couverture territoriale. Sauf que derrière, il faut aussi penser que Maya, il y a aussi des gestionnaires de cas formés. Donc en gros, il y a un territoire à définir, combien de gestionnaires de cas, et ne pas oublier qu'on ne les a pas sur les marchés, les gestionnaires de cas. Au fur et à mesure, ils sont formés. Au fur et à mesure, ils sont formés, mais ils ne sont pas tous les gens. Alors moi, je ne suis pas très spécialiste de ce qui est arrivé, des différentes promotions de gestionnaires de cas, mais il y en a quand même qui ont arrêté. Puisqu'à la base, ils viennent de métiers d'horizons différents. Ils ont pu être déçus par cette fonction qui ne leur convenait pas, etc. Donc, on ne peut pas sortir comme ça d'une boîte. Je ne sais pas combien il en faudrait exactement si tout le territoire était couvert, mais on ne peut pas du jour au lendemain faire ça. Et puis, c'est vrai que penser des dispositifs comme ça, qui demandent quand même vraiment une remise en question de chacun, comment on travaille, etc. Comment on optimise un système. J'ai envie de dire même comment on optimise son propre métier en fonction du service dans lequel on est. Ça demande du travail, ça demande un changement de mentalité, de pratique. Tout ça, c'est certes, philosophiquement, comme ça, on est autour d'une table, on dit oui, c'est génial, on y va. Mais non, il faut le digérer, il faut vraiment s'approprier tout ce système-là, accepter de donner un peu à l'autre en échange d'avoir quelque chose, mais qui commence. Donc, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais ça, c'était assez flagrant. Tout le travail sur du long terme, de faire en sorte que, voilà, vous faisiez ça. Aujourd'hui, on a bien défini que votre mission, c'est de faire ça. Donc, il y a un certain nombre de situations qui vont aller chez votre collègue qui était presque un concurrent quand même. Mais le collègue aura aussi une partie de sa file active, comme on dit, qui viendra chez vous parce qu'elle n'était pas au bon endroit, etc. Donc voilà, remettre les choses en place, ça se fait pas si facilement. Et en plus, il faut qu'elle reste dans cette... ça a été remis en place, il faut que ça reste comme ça, remis en place. Pas que ça se redésorganise parce que ça reste fragile quand même. Ce sont des nouveaux dispositifs. Alors, bon, pas le milieu hospitalier, mais le milieu médico-social reste quand même un milieu très fragile. Le milieu associatif, n'en parlons pas. Donc c'est vrai que tout le monde est un peu dans la crainte. Mais je crois que là, je peux dire que avec nous, on a commencé fin 2008 à peu près. Aujourd'hui, ces craintes, elles sont effacées. Vraiment. C'est pas... je regarde comme ça un peu... non. Et en plus, il ne faut pas penser intégration des services en pensant juste intégration de 2-3 services.
Hein, c'est vraiment penser l'intégration sur quelque chose de très large. Des mondes qui n'avaient pas l'habitude de travailler. Alors, ils le disent, mais de vraiment travailler, de partager de la responsabilité même, hein, parce que quelque part, c'est aussi une responsabilité partagée. Bon, du médecin de la consultation, médecin généraliste, et même entre médecins médecins de la ville et médecins de l'hôpital, c'était pas une collaboration des plus parfaits. Enfin, c'était pas, ça l'est toujours pas. Rien n'est parfait, mais ça tend vers. Parce qu'en fait, ça crée aussi du lien, hein, la MAIA sur une population, le gestionnaire de cas sur une situation particulière. Alors, couverture territoriale, on revient à ça, oui, mais on ne peut pas, à mon sens, même si on voudrait que quelque chose qui semble marcher très très rapidement se mette en place sur tout un territoire, c'est complètement normal et humain, mais en même temps, on ne peut pas financer des dispositifs sans être sûr qu'on a les outils pour mettre en place ces dispositifs. Et ça, je crois que les outils et les procédures ne sont pas complètement définis sur quelque chose de... comment dire ? Il n'y a pas eu une décision nationale sur comment, une espèce de caisse à outils, j'ai envie de dire, pour pouvoir mettre en place ce dispositif. Parce qu'après, c'est pas très grave. Effectivement, on a dessiné des territoires, combien il faut de MAIA, on les finance. Pas très grave. Enfin, pas très grave, il faut toujours trouver de l'argent. Mais surtout, qu'est-ce que vous allez faire de ce financement qu'on vous propose pour développer ce dispositif? Et je crois qu'il faut faire attention, parce qu'il faut quand même donner toutes les chances et dire, voilà, on vous donne un financement pour développer un dispositif, mais on vous donne en même temps des procédures, des outils pour avoir plus de chances que ce dispositif se mette en place et soit pérenne. Parce qu'il faut aussi penser pérennisation. C'est pour ça que il faut du temps à chacun. Hein, parce que comme il a fallu du temps aux acteurs de terrain d'accepter ce changement de pratique et de se l'approprier, il faut du temps aussi à ceux qui décident. Après, moi je dis que deux MAIA ne peuvent pas se ressembler en fonction... hein, ça c'est tout à fait vrai, puisque ça part sur l'existant et que l'existant n'est pas le même partout, et que la culture n'est pas la même partout, etc. etc. Maintenant, attention, je pense qu'il faut un minimum de choses communes à toutes les MAIA. Un minimum. On adapte au territoire et aux acteurs du territoire, mais il faut un dénominateur commun. Le plus petit dénominateur commun, il faut qu'il soit national. Ça, je ne suis pas persuadée qu'il ait été décidé, ce plus petit dénominateur commun. D'où peut-être aussi les réticences politiques pour dire « nous, on veut bien cofinancer », mais on va être sûr de ce que ça va devenir et des décisions qui vont être prises. On arrive au terme d'un plan Alzheimer, peu importe qui en est l'initiateur, hein, mais d'un troisième plan Alzheimer qui a mis des choses en place, qui a commencé, et c'est là encore je reviens là-dessus, hein, une couverture territoriale. On arrive à la fin. Qu'est-ce qu'on fait dans la transition? Est-ce qu'on passe, et ça on va le savoir, hein, mais on est à la fin du plan 2008-2012, et ces structures-là, est-ce que oui ou non, on poursuit la mise en place sur le territoire et on rend équitable le territoire par rapport à tout ça. Mais ça, j'ai envie de dire, ça sort de la municipalité, département, de la région. Après, c'est une décision nationale aujourd'hui. Sur le plan éthique, c'est une question qu'on se pose parce que tu sais que le professeur Mathieu Secali est responsable aujourd'hui d'une unité de formation des gestionnaires de cas et qui dit régulièrement, moi je veux bien former parce que c'est une formation universitaire, hein, donc je veux bien former des gestionnaires de cas, mais je ne veux pas former des gens qui n'auront plus de boulot dans 2 ans. Hein, il l'a dit régulièrement, en tant qu'universitaire, j'ai cette responsabilité aussi, alors entre guillemets, de ne pas former des futurs chômeurs. Alors, tu vas dire, oui, alors, on s'excuse, parce que de toute manière, ils ont un métier de base et peut-être qu'ils le retrouveront. Mais
c'est pas très déontologique, quoi. Voilà.